En ce moment même, les forces armées ukrainiennes se sont vengées durement de l'attaque contre l'Ukraine. Syrski a personnellement pris la mitrailleuse en main. Nos troupes ont écrasé les Russes sur 2 axes à la fois. Les généraux de Poutine ont reçu leur billet pour l'enfer. C'est à voir absolument. Choc total, victoire de l'Ukraine aux États-Unis. Le Congrès a adopté une décision qui va couper l'oxygène au Kremlin. Le soutien à Kiev au cœur de Washington n'a jamais été aussi incontestable. Pendant ce temps, la Pologne ne reste pas en arrière. Nawrocki a annoncé une décision importante qui consolidera définitivement le triomphe de l'Ukraine. Varsovie lance des flammes en direction de Moscou. Parallèlement, la Hongrie a commencé une guerre ouverte contre la Russie. Poutine s'est lui-même signé son arrêt de mort. L'attaque contre la Transcarpathie se retournera contre lui de façon terrible. Le Hongrois a fait une annonce choquante. Et tout cela vient de se produire à l'instant. Bonjour, je suis Darina Hutzko et nous commençons. Urgent, après l'attaque la plus massive contre l'Ukraine, les Russes ont reçu une riposte sévère directement sur le front. Alors que le Kremlin tentait de faire pression par la terreur sur les villes pacifiques, les forces de défense ukrainiennes ont infligé un véritable enfer aux occupants près de Tchassiv Yar. Plus de 20 Russes avançaient à découvert depuis la direction de Bakhmout. Le renseignement les a repérés. L'artillerie et les drones les ont éliminés. Ils ont agi de manière parfaitement coordonnée. Les défenseurs ukrainiens ont anéanti une colonne ennemie à l'aide de drones FPV, rappelant que pour chaque frappe massive contre l'Ukraine, la Russie paiera par du matériel détruit, des offensives avortées et de nouveaux échecs sur le front. Et ce ne sont pas les seuls avertissements sévères adressés aux soldats de Poutine par les nôtres. Les forces armées ukrainiennes ont enclenché le mode turbo de la vengeance et remporté une victoire sur les troupes d'occupation dans la direction d'Oleksandrivka sur le front. Ici, les assauts russes de type Vianda Canon avec véhicules blindés se sont pratiquement essoufflés. C'est ce qu'a annoncé le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski. Désormais, les occupants agissent différemment. Ils traquent avec des drones, pilonnent avec l'artillerie et s'infiltrent en petits groupes d'infanterie tentant d'épuiser le front. De leur côté, les forces de défense ukrainiennes appliquent une tactique de défense active. Lorsque cela est possible et approprié, elles passent à l'offensive et obtiennent certains succès. Urgent, à Washington commence ce que le Kremlin redoute tant. À la Chambre des représentants, le vote sur l'aide à l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre la Russie a été imposé. Le média The Hill a révélé les premiers détails. Les partisans de l'Ukraine au Congrès ont remporté une grande victoire lorsque le projet de loi visant à soutenir Kiev dans la guerre contre la Russie a obtenu la 218e signature sur la pétition de déblocage, ce qui a conduit à l'examen du projet de loi à la Chambre des représentants. Auparavant, la pétition avait été signée par tous les 215 démocrates ainsi que par plusieurs républicains qui soutiennent ouvertement l'Ukraine. Et cela signifie une seule chose. Malgré tout le bruit autour de la lassitude face à la guerre, les États-Unis n'ont pas l'intention d'abandonner Kiev. Ainsi, il y a en jeu 1,3 milliard de dollars d'aide directe aux Ukrainiens, jusqu'à 8 milliards supplémentaires sous forme de prêts, ainsi que de nouvelles sanctions contre la Russie. Les récentes avancées ukrainiennes ont créé une opportunité pour la paix, mais l'échec du récent cessez-le-feu montre que la diplomatie a besoin de leviers pour réussir, a écrit dans sa déclaration le législateur de Californie. Le Congrès peut agir dès maintenant de manière bipartisane pour renforcer ces leviers et favoriser l'établissement d'une paix durable qui protège les intérêts des États-Unis et de nos alliés. Il semble que le Kremlin se soit trompé dans ses calculs. Les États-Unis exercent toute leur pression et l'Ukraine prend résolument l'avantage. Véritable sensation, l'Ukraine et la Pologne synchronisent à nouveau leurs positions. Volodymyr Zelensky a mené des négociations avec le chef de l'État voisin. Ils ont discuté des relations bilatérales, de la sécurité et de la poursuite de la coopération. À l'issue de la rencontre, Karol Nawrocki a fait une déclaration ferme concernant Kiev. L'agression continue de la Russie contre l'Ukraine n'est pas un conflit isolé, mais plutôt un défi direct à l'ensemble de l'ordre de sécurité euro-atlantique. De plus, Nawrocki s'est adressé avec émotion aux alliés et a définitivement posé une main de soutien sur l'épaule de Kiev. Les pays représentés dans cette salle comprennent sans doute mieux que quiconque le prix de l'autosatisfaction. Nous savons ce qui se passe lorsque l'agression est sous-estimée et lorsque les pays démocratiques font preuve d'indécision. Dans le même temps, Volodymyr Zelensky lui-même a souligné que la Pologne et l'Ukraine ont une position commune. Nous avons discuté de nos contacts potentiels dans un avenir proche. J'ai également informé au sujet de notre travail diplomatique. Dans tous les efforts, l'unité entre l'Europe et les États-Unis est essentielle.
Comme on le voit, alors que la Russie tente de déstabiliser la paix mondiale, les pays du flanc et de l'OTAN resserrent encore davantage les rangs de leur soutien à l'Ukraine. Un geste inattendu. C'est arrivé pour la première fois depuis de nombreuses années. La Hongrie s'est ouvertement opposée à la Russie. Le changement de pouvoir n'a pas été vain. Péter Magyar a lancé des paroles cinglantes directement contre le dictateur russe en direct à la télévision. Le gouvernement hongrois condamne fermement l'attaque russe contre la Transcarpathie. De son côté, la ministre des Affaires étrangères Anita Orban a convoqué d'urgence l'ambassadeur russe sur le tapis à cause de l'attaque meurtrière contre la région. Le plus intéressant, c'est que le prédécesseur de la responsable, Péter Szijjártó, après les frappes russes sur la Transcarpathie, faisait obstinément semblant que rien ne s'était passé. Il n'a jamais convoqué l'ambassadeur de Moscou. C'est pourquoi les médias indépendants hongrois ont à plusieurs reprises critiqué le gouvernement pour son étrange silence après les attaques de la Russie. Mais maintenant, la situation a radicalement changé. Kiev officiel ne retient plus ses émotions. Volodymyr Zelensky a remercié Budapest pour sa position pro-ukrainienne. Message important, la condamnation de l'attaque russe contre l'Ukraine par le Premier ministre hongrois Péter Magyar. Moscou a une fois de plus démontré qu'elle représente une menace non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour les pays voisins et pour l'Europe dans son ensemble. Instamment, Poutine a posé une nouvelle condition à la paix. Négociation menée par le nouvel allié européen de Moscou. Qui est-il ? Choc total, Bruxelles a réagi instantanément. L'UE retrousse ses manches et se prépare à arracher la paix pour l'Ukraine selon les conditions de Kiev. Une nouvelle plateforme de négociation est prête. Mais plaira-t-elle au Kremlin lui-même ? Regardons. Lorsque les négociations entre l'Ukraine et la Russie, sous la médiation des États-Unis, sont arrivées dans une impasse et que la Russie a en fait refusé le dialogue, Bruxelles a décidé d'assumer le rôle de principal négociateur. Notre objectif principal depuis le premier jour est d'atteindre une paix juste et durable en Ukraine. C'est pourquoi nous soutenons l'Ukraine. C'est pourquoi nous imposons des sanctions contre la Russie. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous pouvons participer à toutes les négociations de paix afin d'atteindre une paix juste et durable en Ukraine. Au Kremlin, ils ont immédiatement déclaré qu'ils étaient prêts à considérer comme négociateurs de l'UE tout dirigeant qui, je cite, n'a pas dit de vilainie à l'encontre de la Fédération de Russie. Selon Poutine, le meilleur candidat serait l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, connu pour ses relations étroites avec le dictateur russe. Je pense que Gerhard Schröder a été un lobbyiste de haut rang pour les entreprises d'État russes. C'est donc évident pourquoi Poutine veut que ce soit précisément lui qui soit cette personne qui, en réalité, serait assise des deux côtés de la table des négociations. C'est précisément à cause de la réputation de Schröder à Bruxelles que sa candidature a été rejetée, car l'ancien chancelier a joué un rôle clé dans la promotion de la coopération énergétique entre l'Allemagne et la Russie. Le résultat en a été la construction des 2 gazoducs Nord Stream. Il a occupé le poste de président du conseil d'administration de Rosneft et a également siégé au conseil d'administration de Gazprom. La candidature de Schröder n'est pas non plus soutenue par l'Ukraine. Nous menons les principales négociations de paix sous la direction des États-Unis et nous avons besoin de cette voie. Nous avons besoin du leadership des États-Unis. Mais l'Europe pourrait également jouer un nouveau rôle. J'aborde cette voie avec mes collègues. Et nous ne parlons pas de négociations de paix alternatives, ni d'une voie pacifique ou diplomatique, mais de démarches complémentaires. C'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour rapprocher la paix. C'est notre objectif stratégique. Et pour cela, Schröder ne convient pas non plus, car il maintient toujours une position pro-russe. Au début de cette année, il a critiqué la soi-disant diabolisation de la Russie, les sanctions contre elle imposées par l'UE et l'Ukraine, et il insiste sur la reprise des livraisons d'énergie russe vers l'Europe. Et même en Allemagne, on estime que Moscou ne cherche qu'à simuler des négociations avec Schröder. Dans le même temps, la Russie ne dispose plus d'aucune marge de manœuvre. D'un côté, les sanctions de l'UE qui étouffent l'économie de la Fédération, ainsi que le soutien militaire de l'Europe à l'Ukraine, et de l'autre, les attaques massives de drones ukrainiens contre les infrastructures militaires et énergétiques sur le territoire russe, obligent le Kremlin à s'asseoir à la table des négociations. Poutine se trouve dans une position plus faible que jamais auparavant. Nous voyons qu'il perd beaucoup de vies sur le champ de bataille. Le mécontentement grandit au sein de la société. C'est pourquoi les frappes profondes menées par l'Ukraine ont vraiment eu un impact significatif.
le soutien à la guerre de Poutine s'effondre. À Bruxelles, Kaja Kallas, juriste et diplomate chevronnée, est considérée comme la candidate la plus probable pour jouer le rôle de médiatrice dans les négociations avec la Russie. En répondant aux questions des journalistes, elle a précisé qu'elle serait capable de repérer les pièges tendus par le Kremlin. Tout d'abord, l'UE souhaite s'accorder sur des exigences communes envers la Fédération avant d'entamer des négociations de paix. Car pour l'instant, Moscou ne montre aucune volonté de dialogue constructif et ne fait qu'imposer des exigences à l'Ukraine. Les pays de l'UE prévoient d'élaborer une stratégie à la fin du mois de mai lors d'un sommet informel à Chypre, et ce n'est qu'ensuite qu'ils décideront du candidat pour les négociations. Depuis Bruxelles, Anna Richina, nous sommes l'Ukraine, marathon des Nouvelles Unies. Un choc total. La vérité a finalement éclaté au grand jour. Les drones russes coulent dans les eaux usées. Engels est entré en mode apocalypse fécale. La Grande Russie surprend encore une fois. Évacuation d'urgence. Les autorités locales distribuent des manuels aux Russes sur la façon de survivre au cœur de l'apocalypse. La région de Saratov devra-t-elle vraiment être coupée de la Fédération de Russie à cause de la négligence de ses propres habitants? Regardons. L'histoire nauséabonde à Engels, en Russie, dure depuis le 30 avril. Dans la ville où sont stationnés les bombardiers stratégiques russes, le principal collecteur d'égouts de la rue Mendeleïev est tombé en panne. Les réparations ont été menées à la manière traditionnelle russe, donc les travaux se sont éternisés. La situation a été aggravée par des pluies diluviennes anormales. Elles ont transformé l'accident communal en véritable catastrophe. Les cours, les jardins d'enfants et les sous-sols ont été inondés d'eaux usées nauséabondes. Depuis le 4 mai, un régime d'état d'urgence est en vigueur dans la ville. Il est interdit de jeter du papier dans les toilettes, et il vaut mieux ne pas utiliser les toilettes du tout. Tels sont les conseils donnés par les services communaux locaux, car les équipes n'ont tout simplement pas le temps de pomper les eaux usées. On avait promis aux habitants d'apporter de l'eau potable 2 fois par jour, mais ces espoirs sont vains. Les citadins font la queue pendant 1h30, mais les véhicules spéciaux n'arrivent jamais. La situation de l'approvisionnement en eau à Engels est entourée de mystères, si bien que la ville vit de rumeurs. On raconte que l'eau pourrait être coupée dès ce soir et ce jusqu'au 15 mai. Rappelons que le 9 mai, les habitants n'ont été prévenus de la coupure d'eau qu'1 heure à l'avance. En raison de l'inaction des autorités, les habitants de la ville sont contraints de puiser leur eau vitale directement dans la Volga. La Volga est la mer, les villes brûlent. 21e siècle. Rospojivnadzor a déjà mis en garde contre la menace d'infection intestinale et à entérovirus ainsi que d'hépatite A. Pour éviter de contaminer l'eau, la teneur en chlore a été augmentée pendant 72 heures. Désormais, elle a une forte odeur chimique et un goût prononcé. Il règne une véritable frénésie dans les magasins. Les vendeurs informent à l'avance leurs clients dans les groupes de discussion de l'arrivée d'eau en bouteille. Quant à la date exacte de la coupure de l'approvisionnement centralisé en eau, les autorités ne la communiquent pas. Elles se contentent de confirmer brièvement que la coupure aura bien lieu. Conformément à la directive de Rospotrebnadzor, la teneur en chlore du réseau d'eau potable a été augmentée pendant 72 heures pour des raisons de sécurité. L'eau peut avoir une odeur et un goût chimique. Dans la situation actuelle, c'est normal. Le contexte de cet effondrement est important. Engels n'est pas simplement un centre de district dans la région de Saratov. Non loin de là se trouve la base aérienne Engels II, l'un des principaux sites de l'aviation stratégique de la Fédération de Russie. C'est précisément de là que décollent régulièrement les Tu-95 MS pour attaquer les villes ukrainiennes et le système énergétique avec des missiles Kh-101. Il est à noter que depuis 2024, cette base aérienne et la base pétrolière voisine deviennent de plus en plus souvent des cibles pour les drones ukrainiens. Danil Diomin, Podrobnosti, chaîne de télévision Inter, Marathon Nouvelles Unies. C'est une véritable sensation. Les scénarios de l'OTAN se sont heurtés à la réalité de cette guerre et se sont déjà adaptés à l'expérience de l'Ukraine. Les forces armées ukrainiennes ont démontré une maîtrise supérieure lors des exercices en Suède. Les plus hauts généraux ont publiquement confirmé ce triomphe. Nos défenseurs ont accompli l'impossible. Non seulement ils ont vaincu les forces de l'Alliance, mais ils ont aussi établi de nouvelles règles pour la préparation des meilleures armées du monde. Cela met la Russie très mal à l'aise. Quelles pourraient en être les conséquences pour elle? Regardons. Des chasseurs et de l'artillerie venus de Suède, un système de défense anti-aérienne des États-Unis, des drones d'Ukraine. Dans les airs, il n'y a plus aucune indulgence. C'est nous qui imposons désormais les règles.
Sur l'île de Gotland, en Suède, 11 alliés de l'OTAN s'entraînent à l'offensive, à la défense et au déploiement rapide de troupes vers l'Est, ainsi qu'à la coordination dans des conditions extrêmes. Gotland est extrêmement important en raison de sa position au milieu de la mer. Nous l'appelons le porte-avions insubmersible. Si vous contrôlez Gotland, vous contrôlez la mer Baltique. Les Russes nous surveillent en permanence, et pas seulement avec leur flotte fantôme. Mais vous savez quoi? Nous les surveillons aussi. Ce dont les Russes sont capables dans un véritable combat, les membres de l'OTAN l'apprennent des Ukrainiens, qui ne sont plus ici des élèves, comme c'était le cas sur les terrains d'entraînement occidentaux lors des premières années de l'invasion. Ce sont des instructeurs issus des zones les plus chaudes du front moderne. Nous en sommes déjà arrivés au point de devoir approvisionner les positions en sang. Eux, ils apprennent seulement à lancer des grenades et des bouteilles. Ils se vexent, acceptent ou n'acceptent pas, mais ils écoutent attentivement et prennent des notes. Nous leur sommes très reconnaissants de trouver le temps de venir ici, de partager leur expertise, de nous aider à développer nos propres capacités d'utilisation des drones et de lutte contre eux. Lors de cette formation, l'Ukraine est le 12e et le seul pays non membre de l'OTAN. La présence de ces spécialistes les plus expérimentés en drones en Suède est particulièrement appréciée par les alliés. Ici, les Ukrainiens enseignent à l'OTAN ce qu'est la guerre moderne et comment, grâce à des inventions qui ne coûtent pas des milliards, on peut écraser l'ennemi sans même le laisser s'approcher. Le soutien que les Ukrainiens ont apporté aux exercices Aurora a été fantastique et il était très intéressant de voir comment ils utilisaient ces drones contre les positions ennemies. De la dangereuse région du Donbass à la Suède, les Ukrainiens ont emporté avec eux différents types de drones. À l'aide de drones de reconnaissance, ils montraient clairement à quel point il est difficile de se cacher de ces petits points à peine visibles dans le ciel. Nous repérions des colonnes à 7 ou 8 km de nos positions. Enfin, tu vois, nous ne sommes que 4 gars. Si j'avais été 24 gars, cette colonne, ils n'auraient même pas encore démarré les moteurs qu'ils seraient déjà en train de brûler, pour ainsi dire. À l'aide de drones d'attaque, ils simulaient une attaque et détruisaient les équipements avancés des Alliés. Ce faisant, ils montraient quelle capacité la Russie possède avec les mêmes spécialistes et technologies. Dans leur développement, l'Ukraine et la Russie essaient de se dépasser l'une l'autre. Il existe une théorie selon laquelle la guerre sera gagnée par celui qui remportera la course aux armements. Il existe une autre théorie selon laquelle il est impossible de gagner cette course. Nous faisions échouer leurs plans, ils interrompaient leurs exercices. Quand nous détruisions par exemple l'avant-garde de leur équipement, nous l'avons détruite. Ils ont interrompu les exercices, ont replanifié ce qu'ils allaient faire ensuite, puis ont repris l'entraînement. Lorsque vous menez des entraînements audacieux, vous vous entraînez jusqu'au point d'échec. Nous devons adopter cette approche pour apprendre plus vite et de manière plus rigoureuse. Vous êtes obligés d'apprendre très rapidement et vous avez une forte motivation pour cela. Il me semble qu'en Occident, il manquait en quelque sorte un sentiment d'urgence. La vulnérabilité face aux drones est l'une des conclusions des exercices Aurora, qui touchent à leur fin et l'un des plus grands défis à relever pour l'Occident, reconnaît le commandement militaire suédois. Il ajoute que pour y parvenir, il faut apprendre rapidement, s'entraîner, collaborer avec les entreprises de défense et augmenter la production de drones. Car la Russie, pense-t-il, ne renoncera pas à ses ambitions, même si elle cesse de tirer en Ukraine. Si un cessez-le-feu ou un accord de paix avec l'Ukraine est conclu, je pense que la Russie pourra assez rapidement détourner son attention et représenter une menace réelle pour l'un des pays membres de l'OTAN. Dans le même temps, tant les militaires ukrainiens qu'occidentaux soulignent que les drones ne peuvent pas remplacer les armes traditionnelles ou les effectifs nécessaires pour une offensive. Les drones ne sont qu'une partie de l'arsenal global nécessaire pour contenir l'ennemi. Et ici, comme le souligne le secrétaire général Mark Rutte, l'OTAN dispose d'un avantage significatif sur la Russie grâce au potentiel combiné des alliés. Depuis Gotland, Zoriana Stepanenko, Marek Haïdouk, Radio Svoboda. Spécialement pour TSN, 1+1, Marathon, Nouvelles-Unies. Sur ce, nous mettons un point final à notre édition. Nous continuons à suivre en direct les événements les plus importants afin de vous en informer les premiers. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!